Don't forget to subscribe if you haven't already and turn on the notification bell to support our work. Thanks in advance. Nous ne sommes pas la première humanité, et nous ne serons pas la dernière. Les preuves sont présentes, tout autour de nous. Encore faut-il seulement être capable de les voir. Le temps est quelque chose de relatif. Il peut être modifié, étendu ou raccourci, comme l'a démontré Albert Einstein dans sa théorie de la relativité, en fonction de critères physiques comme la masse d'une étoile ou d'un astre. De plus, la notion même de temps varie en fonction des formes de vie. Une mouche domestique, par exemple, vit en moyenne une vingtaine de jours, contre 80 ans pour l'espèce humaine. Rapporté à notre échelle de temps, 1 heure mouche équivaut donc à 2 mois de vie humaine. Pourtant, malgré l'imperceptibilité de cette notion même du temps, l'espèce humaine, et qui plus est dans notre civilisation moderne, y accorde une importance et une valeur démesurées. Le temps régit notre vie quotidienne, nos sociétés, notre organisation et notre travail, avec pour preuve ce dicton tant apprécié du capitalisme. Le temps, c'est de l'argent. Nous n'avons de cesse de tenter de le rattraper, ce qui bien évidemment est une quête vaine. Les hommes ont pourtant un besoin viscéral de se rattacher au temps, de pouvoir organiser et prévoir leurs actions, leurs déplacements, leur avenir sur cette impalpable échelle du temps. Pour entrevoir le futur, aujourd'hui bien sombre et trouble soit dit en passant, l'espèce humaine semble impérativement devoir s'inscrire dans le temps, connaître son passé, ses origines. En un mot, connaître son histoire. L'histoire. Voici une autre notion très particulière. S'il paraît inconcevable pour un individu de ne pas connaître sa propre histoire, de sa naissance à l'instant présent, comportant tous les événements marquants de son existence passée, il n'en est rien concernant les espèces. Notre civilisation n'a de cesse, depuis déjà plusieurs siècles, de rechercher encore et toujours ses origines, son passé, afin de pouvoir, telle une entité amnésique, réécrire son histoire oubliée. Les aléas d'une civilisation, les guerres, les épidémies, les grands mouvements migratoires ou la volonté de certains dirigeants ont pour effet néfaste d'effacer des bancs entiers de l'histoire, de faire disparaître comme une gomme sur du crayon des siècles, voire des millénaires de souvenirs et de savoirs. Puisque nous ne connaissons plus nos origines et notre passé, nous avons développé un procédé afin de tenter de rassembler les différentes pièces du puzzle historique de notre planète et de notre espèce. Nous considérons donc aujourd'hui comme source officielle les traces du passé écrites, les différents textes ou gravures du passé ayant laissé une trace matérielle et étant parvenus jusqu'à nous. Toute écriture offre donc comme acquis les nominations chronologie et localisation du passé. C'est d'ailleurs l'invention de l'écriture qui détermine dans notre civilisation un marqueur temporel fort, le début de l'histoire. Puisqu'avant les plus anciennes traces écrites, il s'agit de la préhistoire, ce qui se passe avant qu'on ne puisse l'écrire et laisser une trace matérielle et concrète des différents événements.
C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui la grande civilisation de Sumer en Mésopotamie comme le berceau de notre civilisation, parce qu'il s'agit officiellement de la plus ancienne forme d'écriture connue à ce jour, remontant à plus de 6000 ans. Si différentes formes de calligraphie, parfois primitives, ont pu être retrouvées de par le monde, gravées sur le bois ou sur la pierre, nous ne pouvons considérer cela comme une écriture complète, car la rareté de ces caractères et le manque de rattachement possible avec une culture ou une civilisation n'en font pas une écriture complète, ce qui les place généralement au rang de proto-écriture. Cette méthode d'officialisation de l'histoire par les traces écrites du passé offre l'avantage de sourcer les informations, puisqu'il y a effectivement une trace écrite et donc structurée et organisée dans la volonté de transmettre des données, des faits ou des événements. Mais cela comporte généralement de nombreux défauts. En se basant uniquement sur notre propre civilisation comme exemple, nous savons que les décisionnaires des retranscriptions peuvent parfaitement décider, pour diverses raisons, de falsifier les informations historiques pour asseoir leur pouvoir ou nourrir leur ego, ne laissant donc comme trace écrite du passé qu'une vision tronquée des différents événements. Après tout, ne dit-on pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs ? Se baser uniquement sur les traces écrites nous parvenant du passé n'est donc pas représentatif de la réalité. Mais cela n'est peut-être qu'un moindre mal quant à la vision générale concernant nos origines. À la réduction idéologique des sources possibles vient s'ajouter le poids titanesque des dogmes. Se retrouvant tout autant dans les visions religieuses que scientifiques, cette caractéristique propre aux soi-disant détenteurs du savoir moderne est certainement le plus grand frein possible à la véritable quête de vérité. Pour faire simple, si vous sortez ne serait-ce que légèrement de la vision officielle admise, vous vous trompez. Les dates, lieux et dénominations, considérées comme acquises et validées, sont strictement impossibles à remettre en cause, quels qu'en soient les questionnements, les sources ou les preuves. Les dogmes ont la particularité d'enfermer ceux qui y sont soumis dans un entonnoir idéologique, tels des œillères indestructibles, ne permettant de voir qu'une seule et unique direction, celle que l'on veut nous faire voir. C'est un peu comme quand l'on met notre main sur le visage d'un enfant pour qu'il ne voit pas le rayon jouet du grand magasin. Le problème, c'est que les incohérences sont si nombreuses, et les réponses si pauvres quand il y en a, que cela est loin de parvenir à combler les plus curieux et les plus ouverts d'esprit. Charles Darwin, au milieu du XIXe siècle, fait basculer l'idéologie de notre civilisation moderne sur les origines de notre espèce et des formes de vie en général. Il deviendra le fer de lance de la lutte des détenteurs du savoir, opposant à l'époque l'Église et la science. La grande vision de notre création passera dès lors d'une volonté divine, nous ayant générés à son image et en une fois, à une lente et interminable chaîne d'évolution naturelle, offrant aux individus les plus adaptés la possibilité de croître et de transmettre leurs gènes. Cette vision évolutionniste est aujourd'hui admise et considérée comme une vérité absolue et indéfectible, faisant de la science le grand vainqueur de la guerre idéologique contre l'Église. C'est pourtant la science elle-même, bien des décennies plus tard, qui va trébucher sur ses propres vérités. Si le schéma darwinien semble cohérent et travaillé dans l'ensemble, de nombreux points, notamment concernant notre espèce, vont petit à petit détruire la majestuosité de cette théorie. Si l'idéologie générale darwinienne a quelque peu évolué ces dernières décennies, ne plaçant plus notre espèce, l'Homo sapiens sapiens, au sommet d'une évolution linéaire d'hominidés, mais plutôt comme le fruit de multiples croisements entre les différentes espèces ayant autrefois existé, le principe même de l'évolution naturelle repose sur la lente, voire très lente succession de mutations génétiques des individus, s'échelonnant sur des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Les traces des différentes espèces d'hominidés ayant parcouru le monde sont minces.
Si un seul et unique squelette, souvent partiellement retrouvé, suffit à la science pour établir la généalogie d'une espèce complète, il reste aujourd'hui impossible d'expliquer factuellement le fossé considérable qui sépare pourtant notre espèce des autres hominidés. Le chaînon manquant, cette hypothétique espèce intermédiaire entre les hominidés primitifs et l'homme moderne, fut pourtant durant des décennies la réponse absolue à cette question. Ou du moins, jusqu'à l'arrivée de la génétique. Cette discipline novatrice a notamment permis de mettre en avant la différenciation monumentale entre les systèmes cérébraux de l'Homo sapiens et des autres hominidés. Une telle différence évolutive, d'après un schéma darwinien, aurait dû s'opérer sur des centaines de millions d'années, mais apparaît pourtant, dans les faits, comme un véritable bond inexplicable en seulement quelques dizaines de milliers d'années. Notre espèce a connu au moins 2 grands bonds évolutifs au cours des derniers millénaires, propulsant l'Homo sapiens dans un monde totalement différent de celui des autres espèces, le poussant à développer des disciplines que nous ne retrouvons chez aucune autre espèce de notre planète. Le langage complexe, l'écriture, les arts, la spiritualité, l'architecture, les sciences, la médecine sont autant de caractéristiques propres à l'homme que l'on ne retrouve chez aucune autre espèce de la planète. Ce simple fait suffirait à remettre en cause la grande vision de l'apparition de l'Homo sapiens, de nos origines et de notre histoire avec un grand H. Pourtant, alourdi par le poids des dogmes et le manque cruel de réponses concordant avec ces derniers, la version officielle reste la même. Après tout, si l'évolution naturelle s'applique à toute forme de vie, pourquoi certaines espèces sont identiques depuis des millions d'années ? Pourquoi les grands singes ne construisent-ils pas des habitats en dur ou des outils ? Pourquoi notre espèce semble-t-elle si différente et éloignée des autres ? Ces innombrables questions, aussi légitimes que sensées, sont simplement balayées d'un revers de main par ceux qui pourtant se prétendent détenteurs du savoir et de la vérité absolue. Sans répondre ou chercher davantage, ils participent ainsi à l'écriture de notre histoire tronquée. Si l'écriture est le marqueur temporel qui détermine l'entrée dans l'histoire de notre civilisation, les constructions antiques sont certainement les vestiges les plus marquants quant aux incohérences entre les propos officiels et les preuves laissées dans la pierre. Les historiens, archéologues, anthropologues ou égyptologues écrivant l'histoire aiment dire que l'ingéniosité humaine surpasse tous les problèmes. Si cette vision est particulièrement poétique et glorifiante pour les civilisations nous ayant précédés, les faits matériels sont pourtant bien différents. Les livres d'histoire regorgent de petits dessins, nous montrant systématiquement des peuples torse nus, vêtus d'une simple jupette, armés de burins de cuivre, de cordes de chanvre, de maillets en pierre et d'un nombre inimaginable de rondins de bois, le tout afin de nous permettre de comprendre comment des peuples antiques, à la technologie inexistante et aux connaissances rudimentaires, sont parvenus à ériger les merveilles architecturales qui trônent encore aujourd'hui fièrement à la surface de la Terre. Tous ces spécialistes de l'histoire ont-ils pris le temps de demander aux ingénieurs, aux techniciens ou aux architectes si leurs hypothèses douteuses étaient réalisables au vu des résultats que nous constatons de nos propres yeux ? La réponse est non. Pourtant, les constructions antiques les plus anciennes sont de loin les plus impressionnantes. Non seulement de par leur dimension, mais également de par leur conception, leur orientation et surtout leur réalisation. Et c'est là que le bât blesse.
Il y a un véritable fossé entre les dires des scientifiques, toutes disciplines confondues, et le résultat concret et physique que nous pouvons voir. Prenons quelques exemples simples, dont les chiffres parlent d'eux-mêmes, tant de par leurs caractéristiques physiques que leur supposée chronologie. Les fondations du temple de Jupiter, à Baalbek, au Liban, sont constituées de 3 pierres taillées gigantesques, appelées le trilithon, mesurant chacune jusqu'à 18 mètres de long pour plus de 4 mètres de haut, et un poids estimé à environ 1000 tonnes. La mise en place de ces pierres dépasse de loin les capacités techniques de l'Empire romain, civilisation à qui l'on attribue le mérite de cette réalisation. Pourtant, elles ont toutes les 3 été levées à 10 mètres de hauteur et ne servent en réalité que de fondation antique à la réalisation du temple romain qui les surplombe. La solution de facilité pour le discours officiel est d'attribuer la réalisation du trilithon au dernier peuple ayant construit par-dessus, à savoir l'Empire romain. Il ne faudrait surtout pas bouleverser la ligne historique connue. D'après l'histoire officielle, il y a 2000 ans, les hommes pouvaient donc tailler, transporter et lever des pierres de 1000 tonnes, alors que même aujourd'hui, avec notre technologie et notre machinerie moderne, cela resterait extrêmement coûteux et compliqué. Sacsayhuaman, au Pérou, est reconnu pour son gigantisme et sa complexité de réalisation. Sur ce site, attribué aux Incas, car ce sont eux qui se trouvaient là au moment de sa découverte, se trouve ce qui est appelé par les spécialistes la forteresse de Sacsayhuaman. Cette construction titanesque de presque 600 mètres de long est composée de 3 murs cyclopéens au revirement angulaire. Les pierres de cet édifice, pouvant peser jusqu'à 200 tonnes, sont toutes différentes, toutes uniques, offrant une construction hétérogène et formant un véritable puzzle antisismique indestructible. Les Incas, au milieu du XVe siècle, auraient donc construit un triple mur de protection de 18 mètres de haut sur plus de 600 mètres de long, à 3700 mètres d'altitude, avec des pierres pouvant peser plus de 200 tonnes, le tout pour se protéger des attaques extérieures. Compte tenu du caractère indestructible de cette muraille, je n'ose pas imaginer le type d'armement que pouvaient posséder les assaillants, car généralement, la défense est proportionnelle à l'attaque. Pour faire simple, si vos ennemis vous attaquent avec des arcs et des lances, vous construisez des palissades en bois. Si vos assaillants possèdent des catapultes ou des trébuchets, vous construisez des murailles épaisses en pierre. Mais quel serait l'intérêt de construire une forteresse démesurée et indestructible en murs cyclopéens, si les rares peuples vous attaquant ne sont armés que de lances, de massues et de frondes? Une fois de plus, non content de ne pas répondre à la grande question du comment ces murs cyclopéens ont-ils pu être réalisés, la version officielle ne répond pas au pourquoi une telle construction, se limitant à des explications simples, pour ne surtout pas devoir modifier la grande ligne historique connue. Le dolmen de la Roche aux Fées, en Bretagne, est une construction mégalithique datée du Néolithique, à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce dolmen à couloir, mesurant une vingtaine de mètres de long sur presque 5 mètres de large, pour une hauteur de plus de 4 mètres, est composé de près de 40 pierres colossales, pouvant peser jusqu'à 40 tonnes, dont 8 d'entre elles ont été levées jusqu'à 1,50 m de haut, pour former la table de pierre du dolmen. Si la réalisation d'une telle structure est déjà impensable pour les peuples de cette époque, les connaissances y étant associées sont encore plus incroyables. L'orientation de ce dolmen est parfaitement alignée avec le solstice d'hiver, offrant à cette date précise, au lever du soleil, un éclairage total sur les pierres intérieures. Le solstice d'hiver révèle une grande connaissance astronomique et cyclique, puisqu'il marque la fin de la période décroissante du Soleil pour entrer dans sa période croissante, et d'un point de vue symbolique, il marque la fin des ténèbres de l'hiver et le renouveau de la lumière et de la croissance. Donc, résumons. Les peuples bretons du Néolithique,
il y a 5000 ans, vivant en petits clans familiaux et très peu nombreux, ne possédant pas d'outils en métal mais uniquement des haches en pierre et du bois, auraient extrait, taillé, transporté sur plusieurs kilomètres et levé des pierres de plus de 40 tonnes en prenant soin d'orienter précisément la structure générale sur le solstice d'hiver. Le tout à une époque où l'humanité quitte la vie nomade de chasseurs-cueilleurs et entre à peine dans la sédentarité, découvrant l'agriculture et l'élevage. Rien ne vous choque ? Entendons-nous bien. Je ne remets pas en doute l'ingéniosité des hommes, et encore moins celle des civilisations antiques, car les preuves de leur réussite et de leur capacité d'adaptation et de réalisation sont partout. Mais les 3 exemples que nous venons de voir démontrent l'incohérence totale entre les faits visibles et mesurables et le discours officiel sur notre histoire. Ces réalisations, parmi des centaines d'autres, ne peuvent pas s'expliquer avec les moyens et les connaissances des peuples avancés par les historiens et archéologues. Nous serions nous-mêmes aujourd'hui, bien des millénaires plus tard, avec notre machinerie hydraulique et nos engins motorisés surpuissants, bien en peine de refaire de telles constructions, ou alors avec un coût démesuré, engendrant une infrastructure et une main-d'œuvre colossale. Et l'on nous dit que des peuples l'ont fait simplement, parce que c'est là, et que donc c'est réalisable avec des moyens technologiques simples. Cela reviendrait à demander à un élève de maternelle de passer le baccalauréat. Quelque chose ne va pas. Il semblerait que de nombreuses pages de notre grand livre de l'histoire restent blanches, manquant cruellement d'informations et de données. Pourtant, impossible de remettre en cause la version officielle, sans quoi vous êtes complotiste ou illuminé. Mais les questions sont là, et pour les réponses, il va falloir se contenter des fameux petits dessins. Le problème, c'est que ces incohérences historiques ne se limitent pas aux constructions colossales, mégalithiques ou cyclopéennes retrouvées sur l'ensemble du globe. L'un des sujets tabous par excellence pour l'histoire moderne est les échanges possibles entre les différentes cultures de la planète. On ne parle pas ici des liens entre des civilisations géographiquement proches, comme celle du bassin méditerranéen, qui commerçaient et échangeaient depuis des millénaires entre elles et avec l'Asie mineure, mais d'échanges culturels entre des continents aux antipodes. Officiellement, hormis quelques navigateurs nordiques de l'Antiquité ayant par hasard pu réussir à atteindre les côtes nord-américaines au terme de pérégrinations fortuites, aucun échange n'a pu être réalisé entre les différents continents de l'Ancien Monde et les Amériques. Pourtant, des découvertes archéologiques, généralement ignorées ou passées sous silence, soulèvent énormément de questions et pourraient bien remettre en cause toute la chronologie du développement de notre espèce, voire l'histoire elle-même. Si l'on demande à un historien ou un archéologue si des contacts ont pu s'opérer entre les civilisations de Mésopotamie et celles d'Amérique du Sud, la réponse sera simple. C'est totalement exclu. Impossible donc, d'après la version officielle. Les dates ne concordent pas entre les différentes civilisations, et surtout la distance. Plus de 13 000 km et un océan séparent la Mésopotamie de la cordillère des Andes. Alors, comment expliquer ceci ? Le bol de la Fuente Magna, un artefact retrouvé dans les années 50 par un paysan dans la région des lacs Andins en Bolivie. Exposé au musée des métaux précieux de La Paz, ce grand bol en pierre massif est gravé à l'extérieur avec des représentations zoomorphes, grenouilles et serpents typiques de la culture andine précolombienne. Mais ce qui suscite l'interrogation se trouve à l'intérieur du bol. Un texte gravé en caractères cunéiformes, écriture mésopotamienne remontant à plus de 6000 ans, d'une région éloignée de plus de 13 000 km. Les analyses linguistiques ont démontré que ce texte était en réalité du proto-sumérien et qu'il constituait un culte à la déesse Nia, que l'on associe à la divinité mésopotamienne Nanch, fille du dieu Enki et de la déesse Ninursag.
un texte sumérien à propos d'une déesse mésopotamienne, fille d'Enki, retrouvée dans la cordillère des Andes. Cela vous semble étrange, voire impossible ? Ce n'est pourtant pas la seule découverte qui pourrait laisser penser que des contacts ont eu lieu entre ces différentes régions du globe. Le père Carlo Crespi, un missionnaire italien du début du XXe siècle basé en Équateur, entreposa durant des années des artefacts trouvés dans de mystérieux tunnels tenus secrets. La population équatorienne modeste, étant reconnaissante des bonnes œuvres orchestrées par le père Crespi dans la région, lui aurait ainsi permis de récupérer des dizaines de pièces uniques propres à la culture antique sud-américaine. Parmi ces différents artefacts recueillis par le père Carlo Crespi se trouvait ceci. Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bel et bien des représentations typiques de divinités mésopotamiennes. Ici, la représentation d'un dieu Anunnaki, Enlil, fils d'Anu et frère d'Enki, l'un des dieux prépondérants de la triade sacrée mésopotamienne, généralement représenté avec une tête d'aigle, car Enlil n'est autre que le seigneur des airs, et quoi de mieux que l'animal emblématique du roi des airs pour témoigner de la grandeur de cette divinité. Et là, un lamassu, autre représentation typique de la culture mésopotamienne, un taureau androcéphale ailé, symbolisant le gardien et la puissance des dieux. Nous ne parlons pas ici de simples ressemblances entre deux types de représentations, mais bien de styles identiques dans les proportions, le symbolisme, le rendu visuel et la réalisation. À quelques centaines de kilomètres le long de la cordillère des Andes se trouve un texte cunéiforme sumérien gravé dans la pierre et deux représentations en or de divinités mésopotamiennes, le tout à plus de 13 000 kilomètres de la localisation initiale de cette culture, qui n'est jamais censée avoir été en contact avec cette région du globe. Il est vrai qu'à y regarder de plus près, l'architecture des pyramides mayas ressemble davantage aux ziggourats mésopotamiennes qu'à des pyramides égyptiennes. Dès lors, les questions se bousculent et sont totalement légitimes. On peut se demander si les Sumériens sont allés jusqu'en Amérique du Sud. Est-ce que les dieux Anunnaki ont parcouru le globe et laissé leur empreinte dans différentes cultures humaines ? Y a-t-il eu des contacts antiques entre ces différentes civilisations, entre les différents continents de notre planète ? Au vu de tous les points précédemment cités, on peut s'interroger sur la grande ligne historique qui nous est vendue comme la vérité absolue et incontestable. Les livres d'histoire présentent toujours notre espèce comme l'aboutissement d'une longue chaîne évolutive, comme le fruit supérieur de la grande lignée humaine, voire de la vie terrestre. Si cette vision a le mérite de flatter l'ego des hommes, les plaçant au sommet de la grande pyramide de l'évolution, la vérité est peut-être bien plus longue et complexe que cela. Notre histoire commence officiellement à Sumer, illustre civilisation mésopotamienne nous offrant la plus ancienne forme d'écriture complexe connue à ce jour, remontant à plus de 6000 ans. Mais cette culture, aussi riche que complexe, ne semble pas être le fruit d'une longue évolution sociale de l'homme, puisque Sumer sort littéralement de terre, brusquement, sans prémisse, avec une organisation sociale structurée, une langue, une écriture, une spiritualité, des lois, des connaissances en mathématiques, en médecine, en architecture, en astronomie, et surtout, maîtrisant l'agriculture et l'élevage. La civilisation sumérienne semble sortir de nulle part, tel un nouveau modèle de civilisation déjà formé et complet. Elle fait littéralement basculer les hommes du mode de vie chasseur-cueilleur nomade, soumis aux aléas du climat, à celui de sédentaire, maîtrisant les forces de la nature, produisant ses propres récoltes et donnant vie à une civilisation. Reprenons quelques chiffres officiels afin de mieux comprendre les choses. Il y a 300 000 ans, l'Homo sapiens apparaît en Afrique suite à de nombreux croisements et mutations d'hominidés antérieurs.
Ils vont ensuite cohabiter avec d'autres espèces comme Néandertal pendant plus de 250 000 ans, jusqu'à ce que tous les autres genres Homo ne disparaissent il y a 30 000 ans. Puis, il y a moins de 10 000 ans, les hommes développent l'agriculture et l'élevage, donnant naissance aux premières grandes civilisations. En se basant uniquement sur notre propre exemple, il peut donc suffire de 300 000 ans à une espèce pour atteindre notre niveau de civilisation et de technologie. Ce chiffre vous semble peut-être gigantesque, mais au vu des 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre, il ne s'agit en réalité que d'un battement de cils pour notre planète. Les plus anciennes traces d'hominidés bipèdes retrouvées en Afrique remontent à plus de 7 millions d'années, au Miocène, avec l'apparition de la branche des hominina, prémisse de la grande lignée humaine. En conservant notre propre exemple civilisationnel de 300 000 ans pour atteindre notre niveau technologique et culturel, et en le reportant sur la durée d'existence du genre de notre espèce, 7 millions d'années, le calcul est simple. 7 millions divisé par 300 000. La réponse laisse perplexe. 23. Il y aurait donc pu y avoir, chronologiquement et mathématiquement parlant, depuis l'apparition de la grande lignée humaine, 23 civilisations de notre niveau qui se seraient succédées. Dès lors, la question se pose. Pourquoi notre espèce serait-elle la seule à avoir développé une civilisation ? Pourquoi serions-nous aujourd'hui le summum de l'évolution ? Après tout, les constructions antiques les plus anciennes sur l'ensemble de la planète sont encore aujourd'hui pour nous un mystère. Nous ne connaissons ni les peuples les ayant réalisés, ni les moyens techniques utilisés. Nos éminences grises ne font que formuler des hypothèses qui, faute de mieux, sont alors considérées comme une vérité. On ne peut pas aujourd'hui dater la taille d'une pierre, donc on date un os de poulet ou un morceau de bois brûlé se trouvant juste à côté, en y attribuant d'office la propriété du monument, bien que ces derniers aient pu arriver des millénaires plus tard. Mais se pourrait-il que d'autres civilisations, voire d'autres formes d'humanité, aient pu parcourir le monde bien avant l'apparition de notre propre civilisation ? Vous vous dites sûrement que cela est impossible et que si de tels peuples avaient existé dans des temps reculés, nous en aurions encore la trace. Voici 2 points extrêmement importants qui pourraient bien vous faire changer d'avis. Premièrement, si l'humanité disparaissait totalement aujourd'hui, en un clin d'œil pour X raisons, toutes nos constructions modernes disparaîtraient en moins de 10 000 ans. Seules subsisteraient les constructions antiques mégalithiques, comme les grandes pyramides ou Stonehenge. Nos immeubles, nos routes et toutes nos infrastructures disparaîtraient totalement en quelques milliers d'années pour ne laisser aucune trace physique de notre passage. Seuls quelques artefacts manufacturés comme le verre ou les microparticules de plastique pourraient encore attester durant quelques dizaines de milliers d'années que nous avons un jour parcouru le globe. Si cela est vrai pour nous, pourquoi ça ne le serait pas pour d'autres ? Deuxièmement, les traces éventuelles de ces civilisations antiques sont peut-être encore sous nos yeux, sans que nous ne puissions croire que ce n'est pas nos ancêtres directs qui les auraient réalisées. Les murs cyclopéens, les mégalithes, les temples titanesques et toutes ces réalisations en pierre massive traversant les âges sont peut-être justement les derniers vestiges de ces temps inconnus. Mais nos œillères égocentrées ne nous permettraient pas de concevoir cette possibilité. La mondialisation moderne par l'Occident, au cours des derniers siècles, a imposé de fait sa propre vision des choses, de l'histoire, de la vérité. Pourtant, si l'on fait l'effort d'écouter les propos des différents peuples où se trouvent ces monuments, les témoignages du passé sont généralement identiques. Ce ne sont pas eux ou leurs ancêtres qui les ont construits, mais ces monuments étaient déjà là avant, ne servant que de réemploi aux civilisations arrivantes. Les Incas n'ont jamais prétendu avoir réalisé les murs cyclopéens de Sacsayhuaman ou les blocs titanesques de Pumapunku. Les Romains n'ont laissé aucune trace de la réalisation du Triliton de Baalbek. Les Mayas, aucune trace de Kukulcán.
Les Celtes, aucune trace de Stonehenge, de Karnak ou de la roche au fée. Les Pasquans, aucune trace des Moaïs. Les Égyptiens, aucune trace de la réalisation de la Grande Pyramide. Pourtant, d'après le discours officiel, ils auraient tous été en mesure de réaliser de tels prodiges. Encore une fois, quelque chose ne va pas. Il manque définitivement des pages entières dans notre grand livre de l'histoire. Et si pour une fois, au lieu de dénigrer les propos des traditions antiques en les faisant systématiquement passer pour des délires religieux impossibles, nous y accordions un peu d'intérêt? Les plus anciennes traditions mésoaméricaines font mention de différents soleils de l'humanité. Le terme soleil fait ici référence à différentes civilisations, à différentes humanités s'étant succédées au cours des âges, ayant ainsi apporté une part de leur lumière sur le monde. Selon les traditions, le nombre d'humanités varie de 4 à 5, sans que nous ne sachions vraiment où se situerait temporellement notre propre civilisation, pouvant parfaitement être la 5e et dernière, expliquant pourquoi certains textes se limiteraient aux 4 précédents. Tous ces soleils, toutes ces civilisations ou ces humanités passées possédaient leur propre culture, leur langue et de grandes connaissances, mais ont toutes disparu dans de terribles catastrophes. Tempêtes, éruptions volcaniques, raz-de-marée ou inondations ont donc eu raison de ces illustres peuples antiques pour permettre à notre propre humanité de se développer sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup plus proches de nous, les enseignements théosophiques, ces ensembles de doctrines ésotériques ayant traversé l'Antiquité, nous relatent qu'au moins 5 grandes civilisations auraient existé sur notre planète depuis des temps immémoriaux. Ces 5 humanités se seraient temporellement succédées, pouvant parfois être mitoyennes sur une certaine période. Certaines de ces civilisations sont supposées avoir possédé un niveau technologique au moins équivalent au nôtre, voire supérieur, tandis que d'autres semblaient axées sur des notions aujourd'hui sans valeur pour l'humanité moderne, mais pourtant à la base même de l'existence et de la vie, telles que les énergies naturelles et l'osmose avec la nature. Ces 5 grandes humanités théosophiques seraient composées chronologiquement de la civilisation hyperboréenne, de la civilisation de Mu, de celle de la Lémurie et de la civilisation atlante, pour finir par la nôtre, la civilisation adamique. Nous avons donc sur l'ensemble du globe, dans des cultures et des civilisations modernes ne s'étant pourtant officiellement jamais côtoyées, une tradition antique très proche, mentionnant différentes humanités qui nous auraient précédés et seraient aujourd'hui disparues. Mais cette vision des humanités précédentes, de ces différents soleils ou civilisations passées, s'inscrit pourtant parfaitement dans une autre doctrine ésotérique nous provenant des temps les plus anciens. La tradition primordiale et la décadence cyclique. Cette doctrine des cycles se décompose en périodes de 62 000 ans, divisées en 4 âges, en 4 ères distinctes, associées chacune à un métal, dont la symbolique spirituelle et alchimique est extrêmement forte. Au commencement de chaque cycle se trouve l'âge d'or, une période prospère de 25 000 ans environ, où l'harmonie et la spiritualité prédominent. Puis vient l'âge d'argent, d'un peu plus de 18 000 ans, où la spiritualité diminue légèrement au profit des instincts guerriers et dominants des hommes. Lui succède ensuite l'âge d'airain, de 12 000 ans environ, soumis à la nature simiesque profonde des hommes, s'éloignant davantage de la spiritualité profonde pour voir naître la maîtrise forcée de la nature et les conflits armés. Pour finir, l'âge de fer, 6200 années de domination, de guerre totale et inutile, de destruction, de violence gratuite, où les valeurs morales des âges précédents sont dénigrées et où seul l'égoïsme des individus régit le monde. La fin de l'âge de fer marque le renouveau du cycle et le nouvel âge d'or, ayant théoriquement permis un apprentissage général afin d'élever l'humanité et de lui permettre de progresser lentement, mais sûrement, afin de s'éloigner de la bestialité de la nature
pour se rapprocher du divin. Cette décadence cyclique, cet éloignement de la spiritualité au profit des instincts les plus primaires et bestials de l'homme au cours des différentes périodes qui séparent l'âge d'or de l'âge de fer, démontre également une décadence humaine, tant dans les valeurs morales que dans les attributs physiques, voire morphologiques. Si tel était le cas, les différentes civilisations des différents âges ne seraient pas une continuité de la même espèce, mais pourraient bien en réalité être la succession de différentes races, de différentes humanités, qui, bien que proches génétiquement, seraient bel et bien des humanités distinctes, différentes, menant de par la doctrine des cycles une décadence génétique et morale, depuis l'âge d'or vers la chute de l'âge de fer. Si cette vision est juste, les différents soleils de la mythologie sud-américaine, au même titre que les différentes grandes civilisations antiques théosophiques, seraient en réalité différentes humanités, avec un grand H, composées de plusieurs espèces d'hominidés ayant peuplé notre planète et nous ayant légué, outre le souvenir de ces traditions mémorables, les différents vestiges mégalithiques qui trônent encore aujourd'hui sur l'ensemble du globe. Au même titre que Néandertal, s'il n'avait pas disparu il y a 30 000 ans, aurait pu côtoyer les Homo sapiens et former deux humanités à la surface de la Terre, les Hyperboréens, les Atlantes ou les Lémuriens auraient alors été d'autres espèces d'hominidés, ayant peuplé notre planète, développé leur culture et leur civilisation de par le monde, avant de disparaître totalement. Disparaître totalement ? Pas si sûr. Des études génétiques ont démontré que plus de 2% du génome des Homo sapiens sapiens d'Eurasie était issu du patrimoine génétique de Néandertal. Si une espèce d'hominidé différente de la nôtre, aujourd'hui disparue, a pu avoir un tel impact sur l'ADN de notre espèce, il est scientifiquement possible que des restes génétiques hyperboréens, lémuriens ou atlantes soient encore présents dans certaines ethnies de notre planète. Les caractéristiques propres à certains peuples endémiques de la Terre ne seraient dès lors que les vestiges multimillénaires des différentes humanités nous ayant précédés, de ces autres espèces humaines passées, ne disparaissant jamais totalement, pour s'inscrire au plus profond de nous, et pouvoir perdurer malgré tout au cours des différents âges. Évidemment, pour pouvoir admettre l'hypothèse de tout ça, il faut sortir des lignes étriquées des livres d'histoire. Pourtant, les choses pourraient bien être encore plus étendues que ce que nous avons précédemment cité. Les plus illustres civilisations nous ayant précédés, qu'elles soient de Sumer, d'Amérique latine ou d'Europe du Nord, ont en effet un point commun: leur spiritualité. Leurs croyances religieuses, telles que la vision officielle les nomme, semblent posséder certaines similitudes. Outre le fait que le panthéon des divinités de ces différentes cultures soit extrêmement semblable, pouvant parfaitement apparaître comme une retranscription des unes aux autres, elles prétendent toutes détenir leur savoir, leur connaissance et par conséquent leur civilisation des dieux. Et ces dieux ont en général la particularité de provenir d'ailleurs, d'atteindre ces régions pour y développer une civilisation humaine. En regroupant les informations sur les origines divines de ces cultures antiques, une question se pose. Existerait-il une région d'origine des dieux ? Y aurait-il un pays divin, une localisation précise d'où ces divinités partiraient pour répandre les civilisations humaines sur Terre ? La réponse à cette question va définitivement nous faire basculer du côté des Illuminés. Mais, après tout, les Illuminés sont ceux qui détiennent la lumière. Les dieux des grandes cultures nous ayant précédés ne sont généralement pas terrestres. À l'image des Anunnaki, originaires d'un astre différent, la majeure partie des divinités apportant la civilisation humaine sur Terre proviennent d'ailleurs, des étoiles. Cela explique l'engouement des peuples antiques pour l'astronomie et les connaissances extrêmement étendues qu'ils possédaient dans ce domaine.
En analysant les constructions et les cultes de ces peuples multimillénaires, on peut s'apercevoir que, quel que soit l'endroit du globe, et à des chronologies différentes, les mêmes constellations, les mêmes étoiles semblent ressurgir comme étant prépondérantes et sacrées pour ces civilisations. La constellation d'Orion, par exemple, semble apparaître distinctement comme un marqueur dans les réalisations structurelles d'Égypte ou d'Amérique centrale. Robert Bauval, un ingénieur civil du milieu du XXe siècle, a par ailleurs réalisé une corrélation directe entre le positionnement au sol des 3 pyramides de Gizeh et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Sa démonstration s'est ensuite étendue à toute la vallée du Nil, démontrant que les différents sites de cette région étaient une représentation au sol de la carte du ciel. Il en va de même pour les Pléiades, ces 7 étoiles de la constellation du Taureau qui se verra attribuer un véritable culte sacré dans toute l'Europe du Nord. Ce regroupement précis d'étoiles figure ainsi sur le disque de Nébra, vestige antique du génie des hommes et de l'étendue de leurs connaissances astronomiques. Mais on le retrouve également sur des représentations rupestres du mont Bégot, dans le sud de la France, datant de 6000 ans. Ces faits appuient fortement l'hypothèse d'une origine céleste des différents dieux de ces cultures, marquant de leur empreinte les civilisations humaines, au point que ces derniers les gravent dans la pierre, les représentent sur les ornements les plus sacrés, voire dans les architectures les plus imposantes. Tous ces indices sur les origines et les interactions des dieux antiques avec les civilisations éparses de la planète tendent donc à démontrer une origine exogène des divinités, venues aider les hommes dans leur développement. Les textes les plus anciens affirment que ces dieux ont apporté la connaissance aux hommes, qui leur ont transmis le savoir, les sciences, l'agriculture et l'élevage, leur donnant la possibilité de se sédentariser et de former de grandes civilisations prospères. Si cela est vrai pour notre civilisation, pour notre humanité adamique, pourquoi cela ne le serait-il pas pour les autres ? Est-il possible que les précédentes grandes civilisations des autres humanités, qu'elles soient hyperboréennes, lémuriennes ou atlantes, aient pu être en contact, voire aidées par des peuples exogènes ? La réponse à cette question ne se trouvera malheureusement pas dans les traces archéologiques ou les textes antiques. Puisque nous ne possédons aujourd'hui aucun vestige matériel de ces civilisations disparues, nous ne pouvons donc pas nous limiter aux traces physiques du passé. Heureusement pour nous, d'autres sources d'informations existent, bien qu'elles ne soient pas conventionnelles, et quand bien même elles seront discréditées ou critiquées, elles restent ce qu'elles sont, des sources d'informations. En regroupant certains témoignages de canalisation, d'hypnose régressive, certains textes théosophiques et ésotériques, on peut tout de même formuler certains rapprochements possibles entre ces illustres humanités disparues et des peuples exogènes. La grande civilisation de Mu, ayant prospéré dans le Pacifique sur un continent aujourd'hui disparu, situé entre l'île de Pâques, Hawaï et les îles Fidji, se serait vue aidée dans son développement, pour ne pas dire guidée spirituellement, par une race exogène originaire de la constellation de la Lyre, des êtres extrêmement avancés d'un point de vue idéologique, extrêmement proches de la nature et de ses énergies. Les Lyriens auraient été des humanoïdes aviaires, des hommes-oiseaux, de couleur bleutée, pacifistes et bienveillants. Ils auraient apporté leur soutien, leur connaissance et leur savoir au peuple de Mu, à cette humanité antique, afin de les guider dans un développement harmonieux avec la nature. Certains vestiges de ces dieux lyriens, de ces êtres exogènes aviaires, peuvent malgré tout se retrouver encore aujourd'hui dans la culture pasquane. Avant l'arrivée des Européens sur l'île de Pâques au XVIIe siècle, les Pasquans, derniers héritiers de la culture antique de Mu, vouaient un culte religieux au dieu Makemake, une divinité homme-oiseau. Certaines cérémonies annuelles des plus importantes, situées au sud-ouest de l'île, lui étaient totalement dédiées.
Si le culte de l'homme-oiseau a aujourd'hui totalement disparu de la culture pasquane avec la colonisation européenne et la perte brutale de leur tradition, certaines gravures encore visibles aujourd'hui sur l'île témoignent de cet attachement et de l'importance des dieux aviaires pour ce peuple. Peut-on y voir un vestige du peuple lyrien, de ces hommes-oiseaux de la constellation de la Lyre, ayant supposément aidé la civilisation de Mu? À vous d'en juger. Beaucoup plus proche de nous chronologiquement, la légendaire Atlantide, ce peuple mythique ayant marqué les écrits antiques de Platon, peut-elle aussi se voir attribuer une parenté avec des êtres venus d'ailleurs? S'il reste beaucoup plus compliqué de définir pour les Atlantes une espèce précise les ayant soutenus ou aidés dans leur développement, certaines canalisations ont apporté comme témoignage la présence d'une technologie propre à cette civilisation atlante. Notre société moderne et notre technologie est principalement basée sur les énergies fossiles de notre planète. Le charbon, le gaz et le pétrole sont en effet les ressources principales qui ont propulsé notre civilisation adamique dans l'ère industrielle et le modernisme. Mais les Atlantes, si l'on accorde du crédit aux différents témoignages médiumniques, possédaient une toute autre forme d'énergie. Leur technologie semble en effet reposer sur les cristaux. À l'image de nos réacteurs nucléaires produisant une quantité phénoménale d'énergie, les Atlantes auraient possédé et maîtrisé la technologie des cristaux, leur assurant d'immenses ressources énergétiques et un développement technologique de pointe. Mais les différents témoignages laissent également penser que cette maîtrise des cristaux comme source d'énergie ne serait pas une invention de la grande civilisation atlante. Il s'agirait d'un don fait à cette humanité, afin d'assurer son développement et sa croissance. Un don? Mais de qui? Eh bien, si l'on en croit les témoignages, la technologie des cristaux, ce cadeau indispensable au développement des Atlantes, leur aurait été offert par des peuples cosmiques. Il ne s'agirait pas dans ce cas d'une ethnie particulière, mais d'une coalition de différentes civilisations exogènes, qui, afin d'aider et de guider l'humanité atlante, leur aurait octroyé l'énergie perpétuelle des cristaux. Plusieurs races extraterrestres, bienveillantes de prime abord, seraient donc associées à la civilisation de l'Atlantide. Les travers de cette humanité auraient par la suite poussé cette civilisation vers une destruction totale, pouvant être liée à une mauvaise gestion de cette technologie des cristaux qui ne leur appartenait pas initialement. En ce qui concerne notre propre humanité adamique, celle dont l'histoire remonte à quelques milliers d'années à peine, on ne peut passer outre les illustres dieux de Sumer, première divinité de l'histoire, qui, provenant d'un astre différent de la Terre, nommé Nibiru, aurait colonisé la Terre pour y donner naissance aux hommes. Il semblerait donc, si l'on veut bien ouvrir son esprit et entrevoir un monde plus large que celui de notre seul nombril, que différentes humanités, au cours de la grande histoire de la Terre, aient connu différentes formes de civilisation exogènes, provenant de différents astres, de différentes constellations, tels des tuteurs galactiques ayant tenté de guider ces peuples en leur apportant une infime part de ce qu'elles pensaient avoir à leur offrir. Au vu de tous les points précédemment cités, et au vu de toutes les possibilités que cela soulève, la question se pose. Qui sommes-nous au final? Nous, notre civilisation adamique, dont les traces ne remontent qu'à quelques millénaires à peine, tandis que notre planète vit depuis des milliards d'années. Qu'avons-nous réellement comme preuve formelle de ce que nous pensons savoir de notre propre histoire? Aujourd'hui encore, deux grandes visions s'opposent sur ce sujet. Nous serions soit la création d'un Dieu unique, voulu tel que nous sommes par ce Créateur divin, omniscient et omnipotent,
étant l'aboutissement de sa vision créatrice, le summum de ce qu'il aurait réalisé, soit le fruit d'une longue évolution naturelle de plusieurs milliards d'années, ayant mené des cellules primitives, apparues par hasard dans une soupe primordiale terrestre, pour aboutir, une fois encore, à un summum de l'évolution, dépassant de par son développement intellectuel, technologique et créatif toutes les autres espèces de notre planète. Pourtant, ces deux grandes visions ne répondent pas aux questions que nous nous posons, et en sont d'ailleurs incapables, car enfermés dans leurs dogmes respectifs, limitant toute évolution ou modification de leur vérité. Pour ne citer qu'un exemple, qui a construit les murs cyclopéens de Sacsayhuaman ? Pourquoi et comment ? Avec quel savoir, quelle connaissance, quelle technologie ? Ces réalisations sont bel et bien réelles, bel et bien là, devant nous, sans que nous ne sachions quoi que ce soit sur leurs origines ou les peuples les ayant réalisées. Pourtant, les deux grandes visions de notre histoire, qu'elles soient religieuses monothéistes ou scientifiques officielles, ne peuvent y apporter aucune réponse. Seules les traditions et les écrits antiques, non dogmatiques, ces enseignements occultes que l'on doit chercher longuement, peuvent fournir un semblant de réponse. Cela ne signifie en rien qu'ils sont vrais et qu'ils apportent la vérité absolue. Mais ils ont au moins le mérite d'ouvrir le champ des possibles et d'admettre une vision plus grande, plus large et bien plus étendue de notre grande histoire des différentes humanités. Les questions restent donc entières et bien plus nombreuses au final. Mais si l'on prend un peu de recul, un peu de distance face à cette chronologie alternative, si on ne se place pas en tant qu'espèce supérieure et légitime dans sa domination sur les autres formes de vie, terrestres ou non, une parcelle de lumière semble pouvoir nous atteindre. De toute évidence, puisque les différentes mythologies de notre planète parlent de dieux originaux et en pluralité, comme ayant créé et accompagné les hommes dans le développement de ces différentes civilisations, il serait logique de concevoir la création même de ces dieux comme le signe d'une forme divine encore plus élevée. Les différentes interactions entre ces peuples exogènes et les créations humaines au cours de l'histoire de la Terre ne seraient alors que le fruit de la grande ligne directrice de ce tout, de cette forme divine originelle, à la base même de notre monde physique, de notre univers. Nos dieux antiques ne seraient alors que les messagers de ce tout originel, œuvrant à sa volonté afin de propager la vie et d'accroître son expérience et son incarnation dans la matière. Prenons un exemple. Les Anunnaki étaient considérés comme les dieux des hommes au début de notre civilisation adamique. Les peuples de Sumer et de Mésopotamie leur octroyaient la création même de notre espèce, faisant d'eux des dieux créateurs. Mais, avec un peu de recul, les Anunnaki n'auraient été que la ligne directe de la volonté du tout, eux-mêmes envoyés sur Terre pour y faire naître une nouvelle espèce humaine, pour engendrer une nouvelle forme d'incarnation, accroissant encore les expériences de la vie et enrichissant davantage le savoir du tout originel. Ce schéma peut s'appliquer à toutes les civilisations antiques, à toutes les humanités, qu'elles soient hyperboréennes, lémuriennes ou atlantes. Dès lors, la réponse à la question « Qui sommes-nous » trouverait sa réponse dans la seule volonté de la création elle-même, celle du tout, de la source. Il ne s'agirait plus de celle d'un dieu unique, d'un simple hasard naturel ou de créatures exogènes capables de créer de nouvelles espèces, mais uniquement d'une longue ligne directrice initialement voulue lors de la création de notre univers physique, afin d'étendre et d'amplifier au maximum les possibilités d'expérimenter la vie sous toutes ses formes possibles, et avec tous les chemins imaginables.